Alors, nous attaquons la partie 2 de l'exercice 3. Alors, c'est toujours pareil. Donc, si tu n'as pas fait encore cet exercice, je te laisse mettre en pause et réfléchir aux réponses avant de regarder la correction. Alors, ici, donc, on a toujours le pavage en question et on nous pose des questions. Donc, il y a le motif 1, motif 2, motif 3, motif 4. Donc, nous avons obtenu un pavage à partir du motif initial en faisant quelques transformations du motif 1. Donc la question 1, donc là, on réalise un pavage du plan en partant du motif initial. Stop. Eh bien, nous attaquons la correction de la partie 2 de l'exercice 3. Alors, c'est toujours pareil, si tu n'as pas encore fait cette partie, je te conseille de mettre en pause la vidéo, faire l'exercice et après revenir pour regarder la correction. Alors, on réalise un pavage du plan en partant du motif initial, le motif 1, et en utilisant différentes transformations du plan. Dans chacun des 4 cas suivants, donnez sans justifier une transformation du plan qui permet de passer du motif 1 au motif 2. Alors, je regarde le motif 1, c'est celui-là. Donc, pour passer du motif 1 au motif 2, alors on regarde par exemple le point D. Il se retrouve en position H. Le point E, il se retrouve en C. Le point B, il reste sans bouger. On appelle ça un point invariant. Donc, on voit bien qu'en fait, que le motif 1 a subi une rotation d'un certain angle, mais de centre B. On va déjà l'écrire. Donc, le motif 1 a subi une rotation de centre B et, et d'angle. Alors, on va regarder l'angle. Alors, il suffit de prendre 2 points et voir en fait l'angle décrit par le secteur en question. Voilà, on va regarder. Par exemple, si je prends le point C, qui était ici, il va se retrouver en G. Donc, on voit bien ici qu'on a tourné dans le sens horaire d'un certain angle, et cet angle, c'est 90 degrés. Donc, le motif a subi une rotation de centre B et d'angle 90 degrés dans le sens horaire. Voilà pour la première question. Question 2. Alors, pour la question 2, on cherche la transformation qui nous permet de passer du motif 1 au motif 3. Alors, le motif 1, c'est ce motif-là. J'assure les deux. Donc, je suis passé du motif 1 au motif 2. Eh bien, on voit bien que le motif 1 a fait un glissé dans ce sens-là. Donc là, du coup, c'est une translation. Alors, il faudra reprendre 2 points, pareil, pour la définir. Donc, par exemple, si je prends le point C, il a glissé pour aller en H. D'accord? Donc, c'est une translation, c'est la translation qui transforme le point C en H, le point D en F, etc. Donc, j'en garde un, ça suffit. Alors, du coup, il s'agit de la translation qui transforme le point C
en H. Eh bien, alors pour la question 3, on s'intéresse à la transformation qui nous permet de passer du motif 1 au motif 4. Alors, le motif 1, donc c'est toujours lui. Et là, du coup, on passe au motif 4. Donc, on remarque que la figure a été inversée, du coup, puisque le point D, le haut, il se retrouve en bas. Donc là, ça nous fait penser à une symétrie centrale. Le point B ne bouge pas, donc c'est le centre de la symétrie, c'est le point invariant. Alors du coup, on peut dire qu'il s'agit de la symétrie centrale de centre B. Eh bien, en effet, alors regardez, donc le point E, il se retrouve en K, donc il se retrouve à l'opposé et à égale distance du point B. Le point A, il se retrouve en G, etc. Le point C, il se retrouve en M. Donc, c'est bien une symétrie centrale. Mais on sait aussi qu'une symétrie centrale, c'est une rotation, puisque c'est la rotation de centre B d'angle 180. On peut aussi parler, c'est la même chose, hein, d'une rotation de centre B et d'angle 180 degrés. Alors qu'on soit dans le sens horaire ou le sens anti-horaire, ça ne change rien, hein, on retourne toujours sur le même point. Donc inutile d'identifier, de spécifier le sens de rotation. On a encore une autre réponse possible. Là, on aurait pu imaginer une homothétie de centre B et de rapport -1, puisque la figure n'a pas changé de taille, elle a été inversée, les côtés sont parallèles 2 à 2, donc on peut aussi parler, donc on a 3 réponses possibles, d'une homothétie de centre B et de rapport K égale -1. Alors pourquoi -1? Parce que la figure a été inversée et puis n'a pas changé de taille. Alors il nous reste la dernière question. Alors pour la dernière, donc, on voudrait trouver la transformation qui nous permet de passer du motif 2 au motif 3. Alors, on voit bien en fait ici, on a un point qui n'a pas bougé. Donc le point H, il appartient aux deux motifs. Donc lui, il n'a pas bougé. Ensuite, si je regarde par exemple le point G qui est ici, donc c'est le bord extérieur droit, il se retrouve ici. Donc on voit bien ici qu'on a le point G à tourner dans le sens anti-horaire d'un angle, d'un certain angle. Alors cet angle-là, il est égal à 90 degrés parce qu'on sait ici que ce triangle GHI, qui est le même que CDE, c'est un triangle rectangle en H. Eh bien, on va le dire. Donc, il s'agit d'une rotation de centre H, on a dit, et d'angle 90 degrés. Par contre, là, c'est dans le sens
anti-horaire, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, on aurait pu choisir l'autre sens de rotation, mais du coup, il va falloir tourner. Donc, si je tourne dans l'autre sens, il va falloir faire l'angle supplémentaire, c'est-à-dire 270 degrés. C'est juste, hein, c'est pas faux. Mais donc là, on peut aussi donner cet angle-là, 270 degrés, mais dans le sens horaire. Voilà pour cette partie. Pour la partie 3, alors, suite à un agrandissement de rapport 3,5 de la taille du motif initial, on obtient un motif agrandi. Construire en vraie grandeur le motif agrandi. Alors, je sais qu'au départ, nous avons le motif 1, c'était un carré de côté 5. Et puis, on avait un triangle rectangle ici, avec, on avait calculé les angles 45 degrés. Voilà. Donc, comment faire pour faire subir un agrandissement de cette figure? Bon, on sait que toutes les longueurs vont être multipliées par 3,5, c'est-à-dire par 1,5. Alors, je suis parti de 5 cm, multiplié par 1,5, donc je passe à 7,5 cm. Donc, j'ai déjà tracé un carré de côté 7,5 cm. Maintenant, il faudra, donc on me demande de le faire en vraie grandeur, hein. Et donc, j'ai prévu le rapporteur, mais on peut également tracer en prenant 3,5 environ. Mais bon, si je voulais vous rappeler l'utilisation du rapporteur aussi, par cette utilisation. Donc, je positionne mon rapporteur, le centre, sur le sommet de l'angle, c'est-à-dire cet angle-là qui va faire 45 degrés. Je fais la même chose de ce côté-là. D'accord. Voilà. Hop. Et puis, je trace donc la demi-droite qui passe ici. C'est mieux avec la règle. Voilà. Voilà. Donc, moi, je suis un peu limité par la précision de mes instruments. Je fais la même chose. Donc là, j'ai tracé l'angle, un des deux angles adjacents. On indique que le deuxième était aussi égal à 45 parce que le triangle était isocèle. Donc, pareil. Voilà. Donc, attention, vous lisez à partir d'ici, bien sûr, les graduations à l'intérieur. À l'intersection des deux points, des deux demi-droites, pardon, j'ai mon point. Donc, voilà ma figure. Donc, j'oublie pas de la nommer. Donc, je crois que c'était ABCE. Alors, ABCE pour le carré. Et le point D, je peux rajouter ici un angle droit. Et voilà. Très bien. Donc, voilà pour la figure à l'échelle. Deuxième question, par quel coefficient doit-on multiplier l'aire du motif initial pour obtenir l'aire du motif agrandi? Eh bien, je sais que quand une figure subit un agrandissement ou une réduction
d'un facteur K, son R subit un agrandissement ou bien une réduction si je suis dans le cas d'une réduction d'un facteur K au carré. Donc mon facteur, moi, c'était K égale à 3,5. Les longueurs ont été multipliées par 1,5, donc l'aire de ma figure sera multiplié par 3,5 au carré, c'est-à-dire 9 quarts. Alors, en calculant à la calculatrice 9 quarts, ça me donne 2,25. Bien, j'espère que cette séquence vous a été utile et j'espère vous revoir très prochainement. Au revoir.